question concernant est-ce que l'assise en silence est recommandée ou conseillée quotidiennement? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour la paix. La paix ne dépend pas de l'assise. Vous pouvez être sur la tête et être en paix. Non, pour moi l'assise est... Non, soyez assis sur une chaise en train de marcher, je ne vois pas de différence. La paix vient d'une absence d'imaginaire, elle ne vient pas d'une assise. Si vous êtes assis et vous imaginez avoir un passé, un futur, il n'y a pas de paix. Et si vous marchez sans imaginer un passé, un futur, vous marchez en paix. La paix, c'est l'absence d'imaginaire, ça n'a rien à voir avec une position physique. Maître Eckhart a traversé toute l'Europe à pied, Shankara a fait 2 fois le tour de l'Inde à pied. Je pense qu'ils étaient en paix. On peut se poser la question, alors pourquoi l'assise? Qu'est-ce que vous appelez l'assise? C'est-à-dire en posture comme celle-ci. Pourquoi pas, si vous n'avez pas de chaise chez vous, vous pouvez être assis comme ça. Pourquoi est-ce que le fait d'être assis d'une certaine manière amènerait la paix? C'est aussi un imaginaire. Alors quand vous serez sur votre lit de mort, à l'hôpital, vous ne serez plus en paix parce que vous ne pouvez plus être assis. Assise au niveau iconographique, c'est une symbolique, c'est pas à prendre à la lettre. La première assise dans la sculpture indienne, c'est une statue bouddhiste, elle n'est pas hindoue. La première représentation de la pose assise, c'est de 250 ans avant Jésus-Christ. C'est la première représentation du Bouddha, c'est-à-dire 250 ans après sa mort, à peu près. Puis c'est un symbole, les jambes sont croisées, ça veut dire qu'on ne se défend plus, qu'on ne s'échappe plus. Les bras sont déposés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intention de saisir ou d'intention de vouloir se défendre. Donc il y a fait d'abdication de la main qui est déposée. Mais c'est des symboles. Ça ne veut pas dire qu'il faut être assis. Mais si vous n'avez pas de chaise chez vous, oui, la position assise est fonctionnelle, bien sûr. Mais l'assise comme outil spirituel, c'est un imaginaire. Maintenant, s'il y a des moments de la journée où vous avez fini ce que vous vouliez faire, c'est pas encore l'heure de faire ce que vous devez faire plus tard. Et si effectivement vous êtes assis parce que
La position assise, c'est la position la plus organique. Quand vous prenez un bébé, dès que sa musculature est relativement faite, quand vous le posez, il reste assis. Donc c'est une position fonctionnelle. Pour ceux qui n'ont pas de chaise, qui n'ont pas de canapé, qui n'ont pas ces choses modernes. Donc à ce moment-là, que vous soyez assis, je dirais, en paix, tranquillement, et si votre voisin regarde par la fenêtre et lui dit « Ah, puis il est en assise », oui, mais c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Quand le feu va prendre, vous devenez pompier. Quand il faut faire la soupe, vous devenez cuisinier. Quand il faut faire le ménage, vous devenez employé de maison. Ça dépend, mais quand vous avez fait le ménage, quand vous avez fait la soupe, donc si vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à faire pour faire la soupe, effectivement, vous pouvez avoir des moments assis. Et quand vous avez un chien à promener, il faut le promener, vous n'allez pas perdre la paix parce que vous prenez votre chien. La position assise n'est pas une position différente des autres, mais c'est une position fonctionnelle. Quand on n'a pas de chaise, pas de canapé. Mais il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est une forme d'imaginaire. Elle est symbolique. Elle a valeur symbolique. Les musulmans n'ont pas de cette position assise spécifiquement, les chrétiens non plus. Il y a quelques régions dans le monde où cette pose assise est devenue un peu un symbole de quelque chose, mais c'est un symbole. Un peu comme pour les chrétiens, il y a un barbu crucifié sur un morceau de bois, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié. Ça veut dire quelque chose. Voilà. La position assise dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, c'est un symbole. Mais ne le prenez pas à la lettre. C'est un symbole de la non-nécessité d'accomplir quoi que ce soit. Voilà, mais on pourrait le symboliser autrement. J'ai une question, s'il vous plaît. C'est la première fois que je viens vous voir. Et ce que j'entends quand on est dans l'imaginaire, on est dans la souffrance. Donc moi, je suis parfois dans l'imaginaire et donc dans la souffrance. Qu'est-ce que vous proposez pour arrêter cette souffrance? Puis en fait, mon imaginaire vient, après il y a des tas d'explications, hein, on psychanalyse, on fait ce qu'on veut. En attendant, c'est là. Comment couper cet imaginaire au moment où ça se passe? Vous savez, moi, je n'ai pas de recette à donner. Si vous constatez que c'est l'imaginaire qui amène une souffrance, ben, je pense que naturellement, il va y avoir une forme d'exploration de cet imaginaire. Quand vous vous rendez compte, c'est parce que vous prenez pour quelqu'un que vous souffrez. Si vous prenez pour un Français, si vous entendez dire les Français sont des imbéciles, vous souffrez. Mais si vous ne prenez pas pour un Français, vous ne pouvez pas souffrir. Si vous prenez pour une femme, vous entendez dire les femmes sont des imbéciles, vous souffrez. Si vous ne prenez pas pour une femme, vous ne souffrez pas. Si vous prenez pour quelqu'un de riche, quelqu'un vous dit mais tu as rien, vous souffrez. Mais si vous ne prenez pas pour quelqu'un de riche, quand vous dites que vous n'avez rien, vous ne souffrez pas. Donc, la souffrance vient toujours d'une image de soi-même. Donc, si c'est vraiment votre constatation, si vous m'entendez le dire, ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais si un jour ça devient votre évidence, alors effectivement, il va y avoir un questionnement vraisemblablement de cet imaginaire. Il y a des tas de choses qui vous font souffrir, qui ne vous font plus souffrir. Quand vous aviez 3 ans, quand on vous levait votre poupée, vous étiez si malheureuse. Maintenant, on vous lève votre poupée, vous n'êtes
n'êtes pas malheureuse. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'imaginaire sur la poupée. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Ce n'était pas l'absence de poupée, c'était l'imaginaire. Quand vous rendez la poupée, vous étiez si heureuse. Maintenant, on vous redonne la même poupée que vous aviez à l'époque. Ça ne vous rend pas heureux du tout. Qu'est-ce qui vous rendait heureuse? L'imaginaire. Ce qui rend heureux et malheureux, c'est un imaginaire. C'est jamais la situation. Or, l'imaginaire, c'est votre voiture, c'est votre mari, c'est votre corps, c'est votre santé, c'est vos enfants, c'est votre célébrité, c'est votre compte en banque, c'est votre sexualité, c'est votre notoriété, c'est... Peu importe, chacun a son imaginaire. Mais tout ça, c'est une poupée en plastique. Et un jour, vous vous rendez compte que c'est pas vrai, que la vie était dramatique quand vous enlevez la poupée, et c'était pas vrai que la vie était merveilleuse, que vous pouviez embrasser la poupée. Un jour, vous allez voir tout ce que vous a jamais rendu heureux ou malheureux, c'était uniquement une poupée en plastique, et c'était un imaginaire. Quand on voit ça profondément, à un moment donné, ce qu'on appelle la souffrance psychologique n'a plus de place. Si un crocodile vous mord la jambe, que vous ayez une douleur physique, ça s'appelle la vie. C'est à cause de ça que vous restez en vie. S'il n'y avait pas de douleur physique, bon, on ne pourrait pas vivre. La douleur vous permet de vivre. Mais la douleur psychologique vous empêche de vivre. Et la douleur psychologique est uniquement un imaginaire. La souffrance est réelle, mais la cause est imaginaire. Quand vous donnez votre poupée, vous étiez vraiment heureuse. On peut le mesurer chimiquement. Quand vous enlevez la poupée, vous étiez vraiment malheureuse. On peut le mesurer chimiquement. Mais c'est pas vrai que la poupée vous a jamais rendue heureuse, ni son absence malheureuse. C'était un imaginaire. À vous de transposer ça. J'ai une question sur cette paix que vous avez donnée juste avant comme l'absence d'imaginaire. Parfois, elle se révèle de manière tout à fait inattendue. Je dirais qu'à force parfois de pratiquer, c'est comme si, là je parle de mon expérience, c'est comme si je venais me heurter à une forme ou à un mur, et puis d'un coup, cette paix se révèle avec une absence, en effet, du moins absence, ce serait ça. Et c'est suivi de manière répétée, à chaque fois, mais par un état qui n'est pas de la souffrance, mais qui est comme une forme de désespoir ou de tristesse profonde, mais qui est liée à rien, qui n'est pas associée avec une pensée ou un constat, mais juste quelque chose comme quand on sort de l'eau et qu'on est mouillé. Vous avez pressenti que la tranquillité est liée à rien. Donc je dirais malgré vous, des fois il y a des moments de tranquillité qui viennent. Et quand ce moment part, ça peut laisser une forme d'absence parce que vous avez senti ce moment de plénitude, de tranquillité. Et quand cette tranquillité s'en va, vous ne savez pas comment la retrouver parce que justement, vous ne savez pas comment c'est venu. C'est venu parce que vous étiez libre d'attente. Donc quand vous allez comprendre ça profondément, que ce n'est pas la pratique qui amène ça, c'est pas la pratique n'empêche pas ça, mais elle n'amène pas ça. La paix est liée à quoi que ce soit. Il n'y a aucune circonstance qui amène la paix. Les circonstances peuvent amener une paix objective. Si vous voulez une voiture, vous avez une voiture, vous avez un moment de paix. Et ensuite, cette paix va s'en aller parce que vous allez voir autre chose. Donc quand vous avez compris expérimentalement que la paix est sans cause, vous allez voir que cette espèce de difficulté après ces moments de paix vient de questionnement comment je peux retrouver cette paix tout en sachant que je ne peux pas la retrouver parce que justement elle n'est pas causale, elle n'est pas liée à une situation objective. Donc ce sentiment de manque
va progressivement être remplacé par un sentiment de pressentiment. Vous allez vous rendre compte que quelle que soit la direction où vous voulez aller, ce n'est pas la bonne direction. Parce que ce que vous cherchez profondément est derrière vous et vous pouvez uniquement aller devant vous. Donc, je pense assez vite, ces moments de difficulté, après ces moments de paix, va devenir, oui, c'est une forme de nostalgie, mais la nostalgie n'est pas la nostalgie de quelque chose, c'est une nostalgie de cette tranquillité. Et cette tranquillité, c'est elle qui vous attrape, c'est pas vous qui pouvez l'attraper. Donc vous devez vous familiariser avec cette disponibilité, c'est-à-dire avoir vraiment les mains vides. Essayez jamais d'être trempé, essayez jamais de fabriquer cette paix, c'est pas possible. Donc vous devez vous donner à la vie sans attente. Donc là, disait une attente sans attente. C'est une attente dans le sens où vous êtes disponible, vous êtes présent, vous n'êtes pas dans une rêvasserie, vous n'êtes pas dans un imaginaire, mais sans attente, parce que vous n'attendez pas quelque chose, parce que justement, la paix n'est pas dans un domaine objectif que vous pourriez fabriquer pour l'obtenir. Donc il y a cette espèce d'attente sans attente qui doit devenir cette disponibilité. Et vous allez voir dans cette disponibilité, il y a des moments de paix qui vont venir, et puis des fois cette paix semble vous quitter. Bien sûr, elle ne vous quitte pas, mais on le vit comme ça. Mais à un moment donné, il n'y aura plus cette sensation de désespoir, cette sensation de difficulté. D'un autre côté, cette sensation crée une forme de maturation, parce qu'elle va vous ancrer de plus en plus dans l'évidence que la paix n'est pas quelque part. Dans toutes les dynamiques de la chercher dans une relation affective, dans un bien-être matériel, dans un bien-être corporel, dans peu importe l'imaginaire qui nous habite, toutes les énergies qui se déploient généralement dans l'état de veille et dans l'état de rêve, dans cette direction-là, vont, par cette compréhension que ce que vous cherchez n'est pas atteignable objectivement, toutes ces énergies vont progressivement se déposer, se reposer. Et au plus ces énergies se déposent et sont plus dans une dynamique vers quelque chose, au plus ces moments de tranquillité vont venir. Mais ce passage est naturel. Si vous êtes un poète, ça a des valeurs poétiques, évidemment. Quand vous lisez la poésie inspirée, mais chez tous les poètes, il y a ces moments de présence de la paix, puis la paix s'en va, et le poète quémande finalement cette paix, puis la paix revient. Donc ça a une valeur artistique. Si vous avez des dons artistiques, vous pouvez créer une danse, créer une œuvre théâtrale, créer une musique, créer une peinture, créer un poème pour exprimer ce va-et-vient qui sont finalement la vie. Mais à un moment donné, ça va quitter complètement l'état psychologique. C'est-à-dire que ça va plus être il n'y aura plus d'élément de négativité, ça sera plus vécu. Vous aurez quand même ce sentiment de total manque, de totale solitude, mais il y a une forme d'abdication à ce moment-là. C'est-à-dire, si on vous demandait est-ce que tu préférais avoir la paix, il va arriver à un moment donné que la réponse serait non. Parce que ce qui s'impose dans l'instant, c'est ce qui est nécessaire. Et l'idée que la paix est supérieure à l'absence de paix fait encore partie d'une forme d'imaginaire. Donc, de totalement accepter ce moment. La paix s'exprime sous sa forme de présence à certains moments, et la paix s'exprime sous une forme d'absence à d'autres moments. À un moment donné, il y a une espèce de coming together de ces deux éléments, et ce va-et-vient va rester sur un certain plan, mais il y a quelque chose qui va coiffer ce va-et-vient, qui est cette écoute finalement. Donc, laissez-vous faire, il n'y a rien à faire.
Pensez-vous que c'est possible de pratiquer et de créer? Car j'ai l'impression que plus on pratique, plus l'esprit est vide et moins la création se présente. Qu'est-ce que vous appelez pratiquer? Il y a pratiquer la méditation, le yoga. Pratiquer la méditation, c'est un imaginaire, donc si vous arrêtez, c'est super. Un imaginaire s'arrête. Le yoga, pourquoi pas, c'est une activité rituelle comme une autre. L'essence du yoga, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien à faire. Donc quand vous avez compris qu'il n'y a rien à faire dans votre vie, vous avez beaucoup de temps libre, vous rentrez plus dans des relations affectives, sexuelles, amoureuses, vous ne changez pas de travail, vous ne changez pas à gagner plus d'argent, vous ne changez pas de maison, vous ne changez pas de mari, vous ne changez pas de chien, vous ne changez rien à votre vie. Donc vous avez beaucoup de temps libre, vous ne regrettez plus rien, il n'y a plus de mémorisation du passé, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de futur pour vous, donc il n'y a aucune perte d'énergie pour créer un futur. Et si vous ne créez plus de passé ni de futur, vous allez voir, il y a beaucoup de temps libre dans la vie. Donc le yoga est une manière de passer le temps finalement. Il y en a d'autres. Tous les arts ont la même valeur. Mais au contraire, dans le sens traditionnel, la création vient de cet esprit vide. Sinon, ce n'est pas une création, c'est une répétition. Mais quand vous êtes dans un moment de disponibilité, si vous avez une capacité artistique, dans la création, il faut deux choses. Il faut d'abord la maîtrise artistique, et ensuite il faut l'intuition. La maîtrise artistique, c'est un travail, ça prend des années pour pouvoir écrire un poème sans qu'il soit redondant, pour pouvoir créer une architecture, pour pouvoir danser, pour pouvoir chanter, pour pouvoir faire de la boxe, pour pouvoir faire du yoga, quel que soit l'art. Il faut s'approprier la technicité, ça prend une vie généralement, en tout cas des années. Et ensuite, quand vous avez cette technicité, il faut qu'elle soit nourrie par l'intuition. Sinon, c'est une forme qui est morte. Le poème doit maîtriser les rimes, mais il doit surtout être inspiré. S'il est inspiré sans la maîtrise des rimes, sa poésie sera médiocre, etc. Mais cette inspiration vient dans ces moments de non meublés, parce que sinon, vous allez répéter. Si vous avez une mémoire, vous allez répéter. Mais si vous donnez vraiment à des moments sans imaginaire de vous-même, vous allez voir que là, il y a une espèce de créativité qui va venir naturellement. Ensuite, il faut bien sûr que la technicité soit là. Il n'y a que dans un monde profondément moderne et décadent que les gens pensent qu'on peut écrire de la poésie sans avoir travaillé. Non, il faut des années. On peut écrire de la littérature sans avoir travaillé. Il faut des années pour pouvoir écrire. Ça demande de se lever le matin à 5 heures du matin, d'écrire des heures et des heures tous les jours. Si on est écrivain, si on est poète, il faut écrire des rimes des heures et des heures. Si on est danseur, on est à 6 heures du matin à sa barre et on danse. Si on fait de la musique, on peut dire que c'est un art demande une immense technicité. Sinon, le rendu est faux. L'intuition ne suffit pas. Il y a des gens qui ont des intuitions profondes, mais ils n'ont pas la technique. Dont le rendu est de qualité médiocre, même si l'intuition est exceptionnelle. Mais c'est aussi deux choses. L'intuition est le plus important, mais s'il n'y a pas une extrême technique, l'expression sera toujours très limitée, on va dire. Mais au contraire, dans ces moments de disponibilité sans mémoire, c'est là que l'intuition va venir. L'art, c'est pas une répétition. Pas que l'art soit vraiment créatif, que ce soit vraiment neuf, que ce ne soit pas un changement du passé. Il faut qu'il y ait cette disponibilité. Et ensuite, il faut la technique. Alors, dans le monde moderne, les gens ne comprennent plus la technique. Il y a des gens qui font de la poterie, mais ils ne veulent pas apprendre le métier. Donc, pour être potier, il faut 20 ans de travail, il faut travailler des heures, tous les jours, voilà. Au bout de quelques années, quelques dizaines d'années,
le pot sort dans sa justesse. On ne peut pas s'improviser. C'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour la danse, c'est pareil pour tous les arts. Et quand vous avez compris ça, si vous avez un don pour un art, il faut ensuite approprier la technicité. Et ensuite, quand il y a les deux ensemble, je veux dire, vous allez arriver à avoir une disponibilité suffisante pour qu'une œuvre d'art puisse vraiment sortir de vous. S'il manque l'un ou l'autre, c'est une expression artistique, mais ce n'est pas une œuvre d'art. L'intuition est primordiale. C'est pour ça qu'on va aller voir les ateliers de peintres qui étaient mus par l'intuition, mais il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas finis. Ils commencent, ils ont une espèce d'intuition, puis ils m'ont dit l'intuition se brouille, un vrai peintre ne va pas combler par la mémoire, et quand il n'y a plus d'intuition, il arrête de peindre. Et donc il y a des tas de peintres, tous les grands ateliers des peintres connus, où il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas finis. Et c'est important. Un mauvais peintre finit le tableau, il va finir par la mémoire. Un vrai peintre s'arrête au milieu, c'est comme ça. Dans la musique, c'est la même chose. Donc il faut la technique. La technique est très importante. Mais l'intuition vient dans ces moments de non-savoir. Sinon, c'est toujours une transposition du passé. Alors, bien sûr, une expression est toujours liée à une époque, à une région, bien sûr. Mais malgré ça, c'est toujours neuf. La musique allemande du 18e ou 19e n'est pas française, elle n'est pas espagnole, elle n'est pas italienne. Vous l'entendez tout de suite, mais chez les compositeurs inspirés, vous allez trouver une nouveauté dans un style précis, dans une tonalité précise, et celle de l'époque, mais il y a une très grande créativité. Après, il y a même un artiste qui est inspiré à des moments où son inspiration le quitte. Et il garde sa grande technicité. C'est le cas souvent des commandes. Quand vous écoutez certains morceaux de Mozart ou de Bach, on peut très bien entendre des morceaux qui sont venus dans un moment de pure intuition, ou même l'ont dit. Et puis des morceaux qui leur ont été commandés, il y a la même technicité, il y a la même justesse, mais c'est moins inspiré, ça se sent tactilement. Un artiste n'est pas toujours inspiré, mais on voit quand sa technicité était à l'œuvre ou quand son inspiration dépassait sa technicité. Ça se voit, ça s'entend, ça se voit chez un danseur aussi. Mais c'est dans ces moments de tranquillité qu'il y a vraiment l'intuition. C'est bien qu'en Occident, on a cette image que l'artiste doit être malheureux pour qu'il puisse créer, mais ça, c'est vraiment notre manque de clarté, on va dire, qui amène ça. J'ai une question. J'aimerais ne plus jamais me mettre en colère. Pas crier. C'est difficile quand on est deux ados. Comment faire? Vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous ne voulez pas être en colère? Vous ne pouvez pas changer votre fonctionnement, vous ne pouvez pas changer votre caractère. C'est un imaginaire. Quand vous aviez 8 ans, vous aviez le caractère que vous avez maintenant. Quand vous avez 85 ans, vous avez le même caractère. Il faut arrêter ces imaginaires de vouloir changer de caractère, c'est pas possible. Il y a des gens qui crient plus que d'autres. Ensuite, il y a des circonstances. Et avoir les adolescents, c'est certainement pas une circonstance fonctionnelle de nos jours, mais c'est comme ça. L'adolescence survit aux colères. L'adolescent se rend compte quand vous êtes en colère, il sait très bien que vous êtes en colère. C'est moins grave pour eux que pour vous. Parce que vous avez un jugement là-dessus. Eux, ils se rendent compte que vous ne pouvez pas être différent, donc ils l'acceptent. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile pour eux.
Mais il ne peut pas être différent. Regardez les photos de votre famille, 2-3 générations passées, vous allez voir, mais oui, vous aviez des gens qui vous ressemblaient, ils avaient vraisemblablement le même genre de colère. Donc, c'est génétique. Il faut accepter son caractère, vous acceptez votre corps, vous acceptez votre caractère de la même manière. Ça ne va jamais changer. Par contre, vous pouvez être de plus en plus à l'écoute de votre fonctionnement. À l'écoute veut dire que vous enregistrez les faits sans commentaire. On va dire à un moment donné, c'est après la colère, vous vous rendez compte que vous avez été en colère. Et puis, si vous avez une dynamique de comment ne plus être en colère, vous allez être toujours en colère. Mais si vous vous rendez compte, si votre chien vous demande comment tu sais que tu as été en colère, vous allez dire, mais je le sens, voilà, vous le sentez. C'est une sensation, la colère. Donc ce qui est important, c'est de faire connaissance avec cette sensation. Donc vous avez votre colère, et puis vous vous rendez compte que vous êtes en colère. Et là, ce qui serait important, ce serait de sentir cette colère. Pas la penser, pas la juger, pas dire c'est normal, je suis en colère, c'est vraiment insupportable, pas dire je ne devrais pas être en colère parce que je fais du yoga, pas rien dire. Sentir. Où elle est cette colère? Dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, dans la mâchoire, vous devez le sentir. Vous le sentez. Quand je vous demande comment tu sais que tu es en colère, vous lui dites je le sens. Donc vous le sentez dans votre corps. Mais de manière confuse, diffuse. Il faut le sentir précisément. Donc la prochaine fois que vous avez la chance d'être en colère, dès que vous vous rendez compte que vous êtes en colère, ce qui généralement se fait après la colère, essayez de sentir dans votre corps l'impact, un peu comme si vous avez eu une accident de voiture ce matin, pas assez grave pour aller à l'hôpital, mais quand même assez fort. Et quand vous allongez ce soir, vous sentez encore le choc. Là, c'est pareil. Vous avez une colère ce matin, vous allongez le soir, il y a encore un relent de la colère. Voilà, super. Sentez ce relent. Sensuellement, sans commentaire, rien justifier, rien critiquer. Si vous faites ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte de plus en plus proche de la colère. Et un jour, pendant la colère, vous allez sentir la colère. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. Surtout pas essayer de ne pas être en colère. Puisque on vous a dit de ne pas toucher à votre vie, à votre fonctionnement. Et si vous arrivez à sentir la colère, mais pas conceptuellement, mais tactilement, pendant la colère, vous sentez votre mâchoire, vous sentez le ventre, vous sentez la poitrine, vous sentez les épaules, vous sentez peu importe, vous sentez. Vous allez voir qu'un jour, vous allez sans continuer à faire ce qu'ils font et vous allez sentir monter la colère. C'est-à-dire elle n'est pas encore complètement là, mais ça commence, vous savez que ça va éclater. Et si vous avez l'intelligence de rien faire contre, pas de dire je vais faire une marche, pas de dire je vais respirer, je vais faire du yoga, pas de dire non, dites rien. Laissez faire. Mais sentez cette montée de la colère. Si vous faites ça plus tard, un jour, vous allez sentir le début de la colère. Ça commence à peine à monter et vous allez totalement laisser faire et ça va monter, monter, monter et beaucoup moins exploser. Et puis un peu plus tard dans votre vie, ça va monter, monter, presque pareil, plus avoir essayé d'exploser. Et puis un jour, vous allez rentrer de rencontre avec 12 adolescents. Votre chien vous dit alors comment s'est passée la soirée. Vous allez raconter la soirée et vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé quelque chose qui avant vous aurait vraiment rendu en colère. Et aujourd'hui, vous n'avez rien fait avec. Si vous ne l'avez pas ni trouvé monstrueux, vous n'avez pas trouvé du tout. Vous avez laissé la chose être ce qu'elle est. Mais pour que ça se passe comme ça, il faut qu'après la colère, vous puissiez totalement, sensuellement vous donner à ces moments de relent de la colère. Il va y avoir ce passage progressif. Mais le moindre dynamique de changer, la moindre jugement, la moindre justification, la moindre critique, chaque fois que vous remontez le réveil à zéro, et vous jurez le soir, c'est fini, je ne ferai jamais plus de colère, et puis demain, vous allez au fond ça ou ça, et vous repiquez une colère. Donc c'est totalement vivre avec votre fonctionnement,
qui est la seule possibilité pour qu'il y ait un changement. Mais la moindre dynamique de vouloir vous changer, tous les soirs, les alcooliques jurent qu'ils vont plus boire d'alcool. Voilà. Ça ne marche pas. Est-ce que vous pourriez parler de la peur et de la mémoire de la peur dans le corps? Pour rester sur le plan pratique, la peur c'est une sensation. Donc ce qu'on a dit sur la colère, c'est la même chose pour la peur. Quand la peur vient en vous, la première chose c'est de ne pas s'approprier la peur, pas dire j'ai peur. Donc vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. Et vous devez localiser tactilement où vous la sentez dans votre corps. À gauche, poitrine, ventre, etc. Il n'y a rien à justifier, rien à critiquer. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas ne pas avoir peur. Donc, il n'y a rien à commenter, je ne devrais pas, vous ne devriez rien du tout. Quand vous avez peur, vous avez besoin d'avoir peur. La preuve, vous avez peur. On doit vivre avec, amoureusement. C'est pas une malédiction qui vous est tombée dessus. C'est pas parce que vous avez un mauvais karma. C'est tout simplement parce que vous en avez besoin. Donc, quand on a une émotion, on vit avec. Et quand vous allez vivre tactilement avec la peur, en la sentant, et vous allez d'abord avoir moins peur. Parce que quand on sent la peur, on n'a plus peur. Quand on a peur, on ne peut pas bouger. Quand on sent la peur, on est plus rapide. Donc, c'est une différence énorme. Donc, explorer tactilement la peur. Et comme on a dit pour la colère, si ce n'est pas pendant la situation, c'est pas important. Vous êtes allongé chez vous, une peur vient, vous avez gagné. Profitez de cette sensation de peur. Vous regardez la télévision, vous voyez quelque chose qui vous fait peur. Super. Pour une fois, la télévision servait à quelque chose. Éteignez la télévision et sentez la peur. Vous n'avez pas peur, donc vous sentez la peur. Comme si vous avez un talent d'écrivain et vous voulez demain écrire, voilà, une femme, tel âge, qui a peur. Alors qu'est-ce qu'elle sent? Comment elle vit cette peur? Alors cette peur, elle est plutôt dans les hanches, elle est dans le ventre, poitrine, la nuque, la gorge, le front, les épaules, les mâchoires. Vous devez investiguer tactilement. Mais vous ne vous occupez pas des choses intellectuelles, la mémoire, pas la mémoire. La mémoire, ça n'existe pas. Parce que il n'y a que l'instant présent. Ce qu'on appelle mémoire, c'est une représentation. Vous dites il y a 10 000 ans, non. Il y a 10 000 ans, c'est une pensée présente. Vous dites il y a 20 ans, non. 20 ans, c'est une pensée présente. La pensée maintenant, la pensée demain, la pensée il y a 20 ans, c'est 3 pensées qui ont lieu maintenant. Donc la pensée il y a 20 ans, vous ne ramène pas il y a 20 ans, non, c'est maintenant. Ce qui vous est arrivé quand vous aviez 15 ans, c'est maintenant. Vous le sentez maintenant dans votre corps. C'est pas il y a 15 ans, c'est maintenant. Quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous voyez plus ou moins son passé. C'est pas le passé, vous voyez, c'est le présent. Puis quand on voit le corps de quelqu'un, on voit son passé, parce que le passé est encore présent. Et sur un simple plan, on voit le futur aussi. Pas parce qu'on voit le futur, parce que le futur est présent. Il n'y a pas de... le passé et le futur sont inscrits dans le présent. Quand vous voyez un enfant, vous voyez les enfants qui vont avoir ce problème, qui vont être complexés, ça se voit. C'est pas le futur qu'on voit. On voit dans le présent, le passé et le futur. Mais on voit que le présent. Donc on ne fait pas dans l'espèce de réflexion de ce qui est mémoire ou non. Tout est mémoire. Il n'y a rien à mémoire. Ça n'a pas de sens de réfléchir. Sentez. Quelle est la couleur de la peur? Plutôt clair, plutôt obscur. Quel est le goût de la peur? Salé, astringent, amer, aigre. Quelle est la densité de la peur? Elle est lourde? Est-ce qu'elle est en expansion? Est-ce qu'elle est en contraction? Est-ce qu'elle est plutôt aiguë? Est-ce qu'elle est plutôt grave? C'est ça qu'il faut ressentir. Et c'est pas évident parce que souvent, quand on dit j'ai peur, ça s'arrête là. Je reste avec cette idée de la peur, mais je néglige le ressenti.
Revenez sur le ressenti, vous allez voir l'image, l'idée j'ai peur va quitter. Et par contre, il y a tout un monde tactile qui va s'ouvrir. Et dans cette écoute de cette tactilité, peur, c'est là que les choses vont progressivement s'éliminer. Un jour, il n'y aura plus de nécessité d'avoir cette peur. Alors, le point de vue de l'extérieur, vous direz, ben, c'est une peur du passé qui est partie. C'est pas vrai, c'est une peur du présent qui est partie. Donc, moi, je ne rentre pas du tout dans la réflexion du passé ou non. C'est pas faux, mais pédagogiquement, c'est une perte d'énergie. Parce que le passé a toujours un passé. Ce qui vous arrivez à 5 ans, ben, le traumatisme que vous avez eu, c'est pas ce qui vous est arrivé, parce que quelqu'un d'autre aura eu un traumatisme différent. Donc il dépend de votre passé. Et quand vous étiez à 2 ans, mais ce qui vous est arrivé à 2 ans, comme vous l'avez intégré, dépend aussi de votre passé. Donc vous allez toujours arriver à un passé. C'est sans fin. En plus, si vous êtes bouddhiste, là, vous êtes toutes vos réincarnations. C'est pas la peine d'arriver à Adam et Ève. L'émotion, elle est maintenant. La peur, vous la sentez maintenant, dans le ventre, dans la gorge, le tremblement, la sécheresse, la chaleur, voilà, vous le sentez. Donnez-vous à cette exploration tactile, sans l'image j'ai peur, parce que j'ai peur, c'est une image. Ce qui est important, c'est de sentir la peur. Et quand vous sentez la peur, vous allez voir, à un moment donné, vous n'avez plus peur. Quand les gens vont dans les montagnes russes, ils payent pourquoi pas avoir peur. Ils sentent la peur, ils payent un tour de tour, après ça s'arrête, ils remontent. Pourquoi pas avoir peur encore? Mais s'ils avaient peur, ils ne monteraient pas. Donc sentir la peur empêche de vivre, laissez vivre la peur. Au contraire, il y a une espèce de jouissance dans la peur. Sinon, les gens ne feraient pas des choses dangereuses. Quand quelqu'un saute en parachute, c'est pour avoir peur. S'il n'a pas peur, il ne saute pas. Donc la peur est une belle émotion quand on n'a pas peur. Donc je vais explorer la peur de cette manière-là, tactilement. Eric, souvent, je vous ai entendu dire quand je pense, je sens pas, et vice-versa du coup. En fait, là, on était sur la peur, et moi, ça fait 2-3 fois déjà où j'ai une peur, j'ai envie de dire débile, de parler, et du coup, j'ose pas y aller. Là, je le sens partout, en fait. J'ai ma voix qui tremble, alors que j'essaye de raisonner, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais en tout cas, les sensations, elles sont hyper fortes. Donc tout ça pour dire que j'ai peur, donc je sens cette peur, et pour dire aussi que j'ai du mal à formuler ou à rester avec ma question. Rester avec la peur, c'est ça qui est important, la question. Oui, la question, c'est la question de l'occasion finalement de sentir la peur. C'est ça qui est important. Donc vous dites, la peur c'est partout, c'est vrai sur un certain plan. Mais il va quand même y avoir des zones différentes. Donc je suis vraiment sensuellement à l'écoute de cette peur. Prenez note. C'est pas personnel, c'est prenez note. Comme quand vous regardez un danseur qui danse, vous prenez note de son mouvement. Quand vous regardez un oiseau qui vole, vous prenez note de ça. Voilà, ces mouvements dans l'espace. De la même manière, je devais sentir la peur. Donc quand vous avez cette peur avant une question, je dirais la question remplit son rôle. Ce qui est important, c'est la peur, c'est pas la question. Donc, vivez cette peur. Vous n'avez pas peur, donc vous sentez la peur. Ne cherchez pas à passer outre, ne cherchez pas à poser la question malgré la peur. Donc, la réponse à la question, c'est la peur. C'est-à-dire d'être avec ce qui est là, avec la réalité. Le ventre, la poitrine, la gorge, tout le corps, laissez-vous complètement... c'est un peu comme un orgasme finalement. Vous laissez tout le corps complètement vibrer. Vous laissez faire. Et vous allez voir si vraiment vous faites ça joyeusement. À un moment donné, vous n'aurez plus l'image des peurs.
il va rester cette de déploiement d'énergie tactile, et puis il y a un point culminant, et puis à un moment donné, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre. Des fois, c'est par cycle, ça va redescendre, et puis ça va remonter. Vous laissez faire, et puis ça va redescendre. Puis des fois, il y aura peut-être la question qui va revenir, qui va recréer la peur, vous avez gagné de nouveau laisser la peur. La poitrine, la gorge, la mâchoire, tout le visage, c'est complètement la sensualité de la peur être vécue. Si vous faites ça intensément, vous n'avez plus de questions. On ne peut pas le faire assez intensément, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose dans moi qui raconte que c'est épuisant en fait. Alors, c'est qu'il y a une participation affective. Quand c'est épuisant, c'est qu'il y a une... C'est normal, mais c'est qu'il y a une... C'est que vous avez encore peur. Quand vous allez laisser vivre la peur, c'est pas épuisant. Si vous allez dans les roller coasters, dans les montagnes russes, si vous sentez vraiment la peur, vous montez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, chaque fois vous avez aussi peur, et c'est pas du tout épuisant. Et si vous montez une fois, vous avez peur, quand vous sortez là, c'est vraiment épuisant, ça vous a vidé complètement. Mais la peur, au contraire, c'est une dynamo. L'émotion, quand on est vivre une émotion, c'est une dynamo. Jusqu'à un certain point, pas non plus. C'est la théorie, la pratique, c'est un peu différent. Mais constatez. Vous ne pouvez pas sentir autrement que ce que vous sentez. Ça vous a vidé, vous sentez le vidage, tout va bien. Personne ne vous a pas eu une révélation divine que vous ne devez pas être vidé. Donc quand vous sentez vidé, c'est ce qui est nécessaire. Et puis vous allez voir quand de nouveau une question peut sembler venir, et de nouveau la peur vient, et voilà, de nouveau laisser cette peur monter progressivement, c'est pas d'un coup. Ça monte, ça semble des fois d'un coup. En vérité, c'est progressif, mais on l'enregistre, j'ai été assez tardivement, quand c'est déjà partout. Et petit à petit, votre seuil de sensibilité va augmenter, et les premiers tressaillements de la peur vont monter, vous laissez complètement envahir par cette peur, ça va vraiment une expérience sensuelle. Et ensuite, ça redescend. Puis des fois, ça remonte. Vraiment, vous laissez faire, c'est comme dans un organe, c'est la même chose. Des fois, une montée, puis une redescente, puis une remontée. Vous complètement assisté à ces éléments-là. Et vous allez voir, vous n'avez plus du tout peur, c'est vraiment tactile. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'orchestration qui va se faire. Et vous allez voir, cette peur venir à d'autres moments, là c'est avant la question. C'est une manière symbolique finalement. Et vous allez voir dans votre vie des moments où il y avait cette même peur, c'est pas la question, c'est d'autre chose. Et vous allez également vous laisser faire par ces moments-là. Comme on dit, la peur psychologique est à peu près impossible. Il reste la peur physiologique qui vous permet de courir plus vite, de sauter plus haut, qui fait partie de nos mécanismes de survie. Mais la peur psychologique, avoir peur du futur, avoir peur de votre mari vous quitte, avoir peur que votre mari couche avec la voisine, avoir peur de quoi que ce soit de psychologique, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Il va rester la peur physiologique, qui est la manière de corps de survivre, elle est indispensable à la survie. Même les grands boxeurs, Mike Tyson, a toujours dit qu'en chaque combat il avait peur, et c'est tout à fait normal. C'est cette peur qui permet finalement d'avoir l'adrénaline nécessaire, etc. Dans les situations, il faut avoir peur. On n'a pas peur, mais il faut sentir la peur. Celui qui a peur ne peut pas monter sur un ring. Celui qui sent la peur, c'est ça qui va l'aider au niveau fonctionnel. Il faut voir la différence entre avoir peur et sentir la peur. C'est très important, parce que la peur, c'est la base finalement de notre fonctionnement. Tout ce qu'on fait, vous vous mariez par peur, vous faites des enfants par peur, vous achetez une maison par peur, vous voulez qu'on vous aime par peur, vous voulez réussir par peur, vous voulez avoir une bonne retraite par peur, vous ne voulez pas vous tromper. La peur est à l'origine de tous nos mécanismes. Donc c'est très important de le sentir, sans la lier à quoi que ce soit. Quand vous allez vraiment vous libérer de cette image j'ai peur, vous allez voir, il y a
quelque chose de facilité qui va fonctionner dans la vie. Quand vous comprenez ce qui arrive est nécessaire, pas pour des raisons morales, comme les malheureux qui croient au karma, à tout ce bêtisier religieux, mais pour des raisons fonctionnelles. Quand quelque chose arrive, ça ne peut pas ne pas arriver. Donc on est en vie avec la réalité. Quand il y a la peur, elle est nécessaire, mais à un moment donné, elle n'est plus nécessaire. Cette peur ne vous empêche pas de poser la question, cette peur va vous amener à la réponse. La réponse, c'est votre écoute. Est-ce que dans l'écoute, il y a un moment aussi où on peut juste ignorer la réactivité d'un truc, ou avoir envie de changer ceci ou cela, peut-être une idée ou une autre, tout ce charabia qu'on construit, la fabrication, à un moment donné, se donner à ignorer ce truc, ignorer ces créations du mental, ça rentre aussi dans une écoute. Il faut vraiment voir que l'écoute n'est pas quelque chose qu'on fait. L'écoute, c'est notre nature essentielle. Donc on ne peut pas écouter. Attention de ne pas mélanger l'écoute avec les imaginaires de gens qui veulent être conscients, qui veulent être présents, ce fantasme. Ça, c'est pas possible. L'écoute, c'est ce qui est là quand vous arrêtez d'être quoi que ce soit. Donc il n'y a aucun dynamisme dans l'écoute. On ne peut pas écouter. Quand je dis j'écoute, quand je pense j'écoute, ben c'est une pensée, c'est pas une écoute. L'écoute est sans pensée. Donc c'est pas qu'il y ait avoir une espèce d'ignorer les choses, mais simplement je vais voir combien mon mécanisme de pensée, de fabriquer, vient de la peur, vient du besoin de combler quelque chose. Et quand je vois profondément, ben ce mécanisme va se réduire. Alors, il y aura toujours des moments où des situations qui me ramènent de certains schémas qui étaient très ancrés en moi, ces schémas peuvent se réactiver. C'est toujours possible. C'est pas d'ignorer ces choses, c'est que uniquement le besoin de se trouver dans la pensée va se réduire. Dans la plupart du temps, on essaie de se trouver dans la pensée, de trouver une sécurité dans la pensée. Alors bien sûr, les gens plus externes essaient de trouver une sécurité dans les choses extérieures, être aimé, être reconnu, etc. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens ne cherchent pas à ce niveau-là, ils se cherchent dans la pensée. C'est dans la pensée qu'ils vont trouver une espèce de sécurité. Alors ils deviennent bouddhistes, ils deviennent hindous, ils pratiquent la méditation, ils deviennent des méditants. Voilà, c'est la même chose, ils essaient de se trouver une sécurité. Donc quand ils avaient 5 ans, ils voulaient se trouver dans le club des 5, voilà. Après ils veulent être méditants. C'est la même chose, c'est se trouver dans un imaginaire. Donc plus c'est des moments d'écoute organique, oui, c'est nécessité d'être quelque chose, d'être aimé, reconnu, compris, écouté, accepté, respecté. Tous ces fantasmes, il y a des tas de moments où ils ne sont pas là. Et puis nouveau, vous vous rendez compte que nouveau, vous êtes en train de vous vendre. Vous voulez qu'on vous trouve intelligent, vous voulez qu'on vous trouve sympathique, vous voulez qu'on vous aime, vous voulez qu'on ne vous trompe pas, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on vous respecte. Et puis de vous rendez compte que vous êtes encore en train de vous prendre pour un objet. Vous n'êtes pas un pot de fleurs qu'on puisse aimer, pas aimer, abandonner, pas abandonner. Quand je me rends compte profondément que je ne suis pas un objet, tout ce mécanisme va bouger. Donc c'est plutôt cette vision de la perspective qui va amener que le mécanisme d'essayer constamment de se vendre finalement, parce que qu'est-ce que fait le physique humain? Il passe son temps à se vendre. Puis un petit chien qui remue la queue,
aimez-moi, 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 acceptez-moi, respectez-moi, comprenez-moi. C'est ça le mécanisme de l'être humain. Mais quand je vois ça en moi, je me pose la question, je me prends pour quoi? Je me prends pour qui? Il n'y a rien en moi qui puisse être aimé, respecté, compris, parce que je ne suis pas quelque chose. C'est complètement imaginaire. Je demande à l'environnement d'aimer, de respecter, d'écouter quelque chose qui n'existe pas. Bon, c'est normal que l'environnement n'y arrive pas. Mais je dois me rendre compte directement de ça. Et à ce moment-là, ces mouvements de pensée mécanique, on va dire, vont énormément se réduire. Ensuite, il va y avoir toujours y avoir des résonances. Quand Jean-Clain passait devant, écouter une musique, je veux dire, bien sûr, il entendait comme un musicien. Il avait une facilité, voilà. Il ne s'identifiait pas à être un musicien, mais il l'entendait comme un musicien. Donc, si vous avez des dons dans certains domaines, mais ces dons vont pour rester. Si vous connaissez la porcelaine chinoise, quand vous allez voir une porcelaine chinoise, dans la non-référence de l'écoute, il va y avoir des références de votre savoir de porcelaine chinoise. Ça, c'est pas un problème. Mais ça va stimuler la pensée psychologique. Un savoir peut rester disponible, mais on ne se nourrit pas de ce savoir. Dans la pensée mécanique, c'est une chose qui va beaucoup se réduire. Puis il peut y avoir des situations, si vous buvez trop de vin un soir, si vous fumez trop de hashish, il se peut qu'il y ait des mécanicités organiques qui sortent. Mais ça, c'est. Voilà, si on prend un marteau, on vous tape sur le genou, le tibia monte. Ça sera toujours comme ça. Et le cerveau, c'est comme un genou. Quand on stimule le cerveau avec tel ou tel élément, on pense à ça. On vous tape sur le genou, le tibia monte. Vous ne montez pas, c'est le tibia qui monte. Et si vous buvez ou fumez ou vous voyez quelqu'un qui a un accident devant vous, etc., et automatiquement, la zone du cerveau est touchée, et automatiquement, vous avez une espèce de cheminement organique qui est très personnel, qui dépend de votre passé, qui dépend de votre... Voilà. Si on voit un enfant se faire écraser, vous et moi, on va avoir un cheminement différent dans notre cerveau. Si on voit une situation de violence, on va réagir différemment. Si on voit quelqu'un se faire violer, on va réagir différemment. Si on voit... Voilà, ça c'est en fonction de tout notre passé sur un certain plan. Ça ne change pas. Mais l'élément psychologique ne va pas s'ajouter à ça. Donc la pensée mécanique est quelque chose qui va vraiment se réduire dans sa sécurisation. Mais elle va rester dans sa practicalité. Si vous connaissez très bien quelque chose, automatiquement vous êtes en contact avec cette chose-là, vos références, votre connaissance va être disponible. Mais vous allez plus en servir psychologiquement, parce que vous vous rendez compte que, quoi que vous sachiez, profondément, ça ne sert à rien. Quoi qu'on sache, quand vous serez sur votre lit de mort, vous aurez Alzheimer, vous n'allez plus savoir tout ce que vous avez su, donc ce qu'on sait ne sert à rien, ça a une valeur mécanique momentanée, mais celui qui se cherche dans la pensée a une vie difficile. Alors, quelques exceptions, quand on vieillit, on perd une capacité intellectuelle, cognitive, mémorielle. Donc c'est pas je sais bien que dans le bouddhisme, même dans l'hindouisme, on a ça aussi, cette idée d'être détaché des pensées, de regarder les pensées passées. Mais pour moi, c'est une forme d'imaginaire. Parce qu'on n'est pas séparés, il n'y a pas moi et la pensée. C'est notre représentation du monde qui crée cet imaginaire-là. C'est-à-dire, je vois une pensée, je ne m'attache pas à la pensée, mais on se prend pour qui? Je suis cette pensée. C'est mon activité cérébrale. Donc, vouloir être détaché de la pensée, pour moi, c'est une forme d'imaginaire.
contre, il y a une forme de non-appropriation. C'est comme le corps, si on vous coupe le bras, là on coupe l'avant-bras, on donne à manger au crocodile. Si vous n'avez pas de gros problème psychologique, vous n'allez pas vous sentir dévoré. Votre bras est dévoré, vous n'êtes pas votre bras. De la même manière, quand il y a cette pensée qui passe, ben oui, voilà, dans cette situation, ça stimule en moi telle ou telle case, et dans cette case, comme les électrodes sur mon cerveau, je vais penser à ça, je vais pleurer, je vais être heureux, je vais être malheureux, je vais avoir peur. C'est mécanique. Ça va toujours rester, c'est notre biologie. Mais l'excès de pensée mécanique, c'est la constante ramification, c'est quelque chose qui va s'atténuer quand je ne me cherche plus dans la pensée, quand je ne me cherche plus dans l'image de moi-même. Et tant qu'il y a cette image, je ne peux pas faire autrement que vouloir qu'on m'aime, qu'on me respecte, qu'on me comprenne, qu'on me désire, qu'on me soit fidèle, je dis, ça fait partie de cette même image. Donc il n'y a pas à toucher à ça. Et au contraire, chaque fois que je vois ce mécanisme en moi, ben ça m'aide à voir, ben oui, j'ai encore une image de moi-même, c'est pour ça que telle situation me rend si malheureux, telle situation me rend si extatique, c'est parce qu'il y a une image. Je reviens à la poupée, c'est une poupée en plastique, c'est rien d'autre. Pourtant, quand je serre la poupée dans mes bras quand j'ai 3 ans, j'ai une telle joie. Et quand on l'enlève, qu'on la jette par la fenêtre, j'ai une telle tristesse. C'est une vraie tristesse, une vraie joie pour du plastique. Et tant que j'ai cette image de moi-même, je ne rends compte que du plastique. C'est ça c'est l'image du plastique qui crée la dynamique de la pensée. Donc au plus vous avez des moments où vous avez cette profonde intimité de ne pas vous imaginer, de ne pas vous penser à votre passé, c'est mort, c'est fini, ça n'existe pas. Le futur, c'est une hypothèse. Personne ne sait, ni vous ni moi, si on sera vivant demain matin. Donc j'ai pas la peine de m'occuper du futur, d'un futur comment hypothétique. Si le passé est mort, si le futur n'existe pas, qu'est-ce qui reste? Il reste cette intensité qui n'est pas présente, parce que là serait passée déjà. Mais elle est présence. Et si vous donnez ces moments de présence, je dirais intimement, vous allez voir que la pensée mécanique, à certains moments, va vraiment se réduire ou disparaître. Mais dans cette situation, ça va revenir. Si vous êtes doué pour telle chose, on va vous montrer telle chose et votre connaissance mémorielle va être là. Ça, c'est fonctionnel, c'est pas problématique. Finalement, dans la société occidentale, ce qui les rappelle finalement à ces moments, c'était le sonnerie du carillon de l'église. Quand les paysans étaient dans les champs, et 99% des gens étaient paysans en Europe, mais toutes les heures, il y avait le son de la cloche, et c'était pas pour donner l'heure. Un paysan, regarde le ciel, il n'a pas besoin de la cloche pour savoir quelle heure il est. Mais la cloche ramenait, était cette espèce de symbole de ramener dans le cœur, de ramener à cette écoute. Le paysan se perd dans son activité, et puis il y avait la cloche toutes les heures qui le ramenait finalement au cœur. Dans l'islam, c'est le mouzine qui fait l'appel à la prière, c'est la même chose. Chaque tradition a plus ou moins les mêmes éléments. Ce qu'on appelle la méditation, finalement, c'est quoi? C'est un moment, on va dire, naturel, où
On entend la cloche. Vous sentez que votre femme est là, elle est toujours aussi mignonne, votre maîtresse est toujours aussi mignonne, votre enfant est toujours sympathique, vous avez compte en banque est toujours bien fourni, votre voiture, tout va bien. Et puis vous entendez la cloche et vous revenez à ce qui est essentiel. C'est pas dans le temps, c'est dans l'intensité. Ça peut être au début, ça peut apparaître dans le temps, parce qu'au début, finalement, le temps est notre manière d'aborder l'intensité. Mais quand c'est fait clairement, très vite, l'intensité va manger le temps. On se rappelle, il n'est plus dans le temps, il est dans l'intensité. Donc il ne nécessite plus une méditation extérieure, un moment de recueillement, qui soit une forme de caricature finalement. D'abord il y a l'intensité, et après, éventuellement, cette intensité se déploie dans le temps. Mais celui qui veut chercher l'intensité dans le temps, celui qui veut méditer régulière, pour trouver l'intensité, ne le trouvera jamais. Le temps ne peut pas amener au non-temps. C'est le non-temps qui crée le temps. Donc c'est votre pressentiment essentiel, c'est votre tranquillité qui va faire que la mécanicité de la pensée va se réduire dans certains domaines. Mais il n'y a aucune technique pour réduire la mécanicité de la pensée. Sinon, on crée une sorte de caricature. C'est ce qu'on fait souvent dans les disciplines yogiques, on crée une sorte d'imaginaire de tranquillité, mais vous êtes tranquille, mais votre femme couche avec le voisin et la tranquillité s'en va. Alors vous faites des exercices, vous êtes tranquille, etc. Mais c'est une tranquillité mécanique. Simplement voir notre fonctionnement, il n'y a rien d'autre. Dès que je veux rentrer dans une dynamique, qu'est-ce que je peux faire, c'est que je n'ai pas vu. C'est pas ce que je peux faire qui est important, c'est ce que je suis. Tant que je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, c'est que je n'ai pas vu la perspective. Ce que je dois faire, c'est mieux regarder mon fonctionnement. Puis dans cette vision qu'il y a une orchestration de l'énergie, de la perspective. Et chaque fois que j'envoie la moindre dynamique, alors qu'est-ce qui est mieux pour moi? Ça n'a aucune importance ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est ce qu'on est. Tant que je me cherche dans ce que je fais, j'oublie ce que je suis. Donc je dois voir ce mécanisme affectueusement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être différent de ce que je suis. Mais je peux le voir. Et on est la dynamique de, finalement, qu'est-ce qui est mieux, ou qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je pourrais faire, et remplacé par, non, qu'est-ce que je suis quand j'arrête de m'inventer. Et c'est cette intensité, cette présence, qui va réduire certaines complexités au niveau de la pensée, finalement. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur le cœur et sur le montant qui crée le temps? Le temps, c'est une manière de penser. Le temps, ce n'est pas une catégorie objective, c'est une représentation cérébrale. Notre cerveau va penser autrement qu'en temps et en espace. Et le temps, c'est ce qui sépare deux points. Donc il faut d'abord qu'il y ait un espace. Ensuite, dans l'espace, voilà, la distance entre deux points, c'est dans un certain temps. Le temps, c'est une création de l'espace. Métaphysiquement, le temps et l'espace apparaissent en même temps, mais pratiquement parler, l'espace précède toujours le temps. On va poser la question de combien de temps, bien sûr. Le temps, c'est vraiment une représentation cérébrale. Je ne peux pas penser la réalité. Quand je la pense, je suis obligé de la penser en catégorie objective, c'est-à-dire dans l'espace-temps, c'est-à-dire en sujet-objet. Je ne peux pas penser l'absence de sujet-objet. Je
Je peux savoir que le sujet et l'objet sont des représentations cérébrales. Je peux savoir qu'il peut y avoir un sujet sans objet et vice-versa. Les deux apparaissent simultanément, disparaissent simultanément. Et le cœur du yoga, c'est d'ailleurs de laisser l'objet perçu disparaître pour qu'à ce moment-là, le sujet perception disparaisse simultanément. Il n'y a plus ni sujet ni objet, il y a présence. Ça, c'est la technicité du yoga. Mais c'est pas parce que je ne peux pas penser autrement qu'en temps et espace que ça représente des catégories objectives, ça représente ma limite cérébrale. Le temps, c'est une expression cérébrale du non-temps. Il y a cette présence qui n'est pas pensable, parce que si elle était pensable, elle serait dans le temps, qui est un pressentiment. Et ensuite, quand je veux exprimer, finalement, dans l'espace-temps, ce non-temps, j'ai obligé de créer une catégorie de temps, une catégorie de forme, une catégorie de relation sujet-objet. Donc c'est vraiment une manière, on pourrait dire c'est une forme poétique. Le temps, c'est l'expression la plus poétique qui soit du non-temps. Dans le yoga, on va trouver ça au niveau de la respiration. Il n'y a pas 3 états de la respiration, il n'y a pas 4 étages, il y en a 3. Il y a l'inspiration qui crée le temps, le repos après l'inspiration qui étale le temps, et l'expiration qui réduit le temps, qui dissout le temps, et le repos après l'expiration qui est ce non-temps, qui est cette plage duquel le temps va jaillir, se déployer, se résorber. Et pendant longtemps, quand le temps apparaît, quand l'inspiration apparaît, on quitte ce silence. Et quand l'expiration disparaît, on rejoint ce silence. On le vit comme ça. Mais on dit dans la tradition, on est conscient de l'inspire, on est conscient du repos, on est conscient de l'expire, mais on fait un avec le vide après l'expiration. C'est pour ça que dans le yoga, on ne doit jamais compter le temps après l'expiration, parce que c'est un non-temps. Abhinavagupta, dans le chapitre 6 de son Traloka, se moque des yogis qui essaient de compter ce repos. Parce que vous la comptabilisez en temps, le non-temps n'a pas de sens. Au début de l'entretien, on a parlé du sommeil, c'est la même chose dans les 3 états. Il n'y a pas 4 états, il y en a 3. Il y a l'état de veille, de rêve et de sommeil profond, qui est porté par le 4e état, qui est la toile de fond, sur lequel se déploient ces états. Et de la même manière, dans le yoga, où, à un moment donné, quand je me rends compte que ce qui vient du non, ce qui vient du silence, ce qui est porté par le silence, qui se résout dans le silence, ne peut pas être autre chose que le silence. Donc à un moment donné, quand l'inspiration apparaît, je ne quitte pas ce silence. Quand la rétention apparaît, je suis toujours dans le silence. Et quand l'expiration se réduit, on est dans le silence. Et donc après l'expiration, il n'y a pas plus de silence. Le silence non objectif n'est pas plus que le silence pendant l'objectivité. De la même manière, l'état de veille, rêve et sommeil profond, qui sont vécus comme des sortes de déploiement d'énergie, cet arrière-plan du 4e état, à un moment donné, cette sensation de, justement, quand on s'endort sciemment, c'est quand on laisse le corps sciemment se dissoudre le soir, le matin, sur un certain plan, des fois vous savez avant l'apparition du corps. Vous savez pas de manière personnelle, mais vous êtes là, il y a présence avant l'apparition du corps. Ensuite, le corps apparaît, la chambre, le monde apparaît, etc. Ça vient quand justement on a pu rentrer sciemment dans le sommeil profond, parce que le sommeil profond est l'état le plus proche du 4e état. Donc, quand on s'endort dans ce sommeil profond sciemment, sans vouloir être conscient, ça c'est l'absurdité qu'on trouve dans certaines traditions, autant bouddhistes qu'hindoues d'ailleurs, vouloir être conscient du sommeil profond, c'est une absurdité. On est conscient de l'état de veille, on est conscient de l'état de rêve, mais dans le sommeil profond, il n'y a pas de relation sujet-objet. À un moment donné, quand l'état de veille, si on s'est endormi dans cette intensité, et quand l'état de veille apparaît, il va rester cette présence sous-jacente. Ce n'est pas une présence objective, ce n'est pas quelque chose qu'on dit je sais, mais c'est un peu comme dans un rêve. Dans un rêve,
Vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'autre pièce, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas mentalement, mais vous le sentez. Comment vous le sentez? Vous ne savez pas, mais vous le sentez. Ah, c'est la même chose. L'état de veille apparaît, il y a cette présence qui est là, vous le sentez. L'état de rêve apparaît, il y a cette présence qui est dans le sommeil profond. Cette présence est non objective. Il y a plus en relation sujet-objet. Donc c'est la même chose. Donc ce que le Nyanin va explorer avec l'apparition de l'état de veille, rêve, sommeil profond et la disparition dans le quatrième état, le yogi va l'explorer par la conscience de l'inspiration, de la rétention, de l'expiration et du retour apparent à ce repos, jusqu'à ce que ce repos soit aussi présent dans les trois temps. Et dans le suivi du Cachemire, on a transposé ça au niveau de la parole. C'est les mêmes quatre étapes. On a Paravak, la parole ultime, qui est la conscience. Ensuite, Pasyanti, la parole sous forme de lumière, qui est la première émanation finalement. Ensuite, Madhyama, la parole médiane, qui a un pied dans le non manifesté et un pied dans la manifestation. Ensuite, Vaikari, qui est la parole quand l'énergie frappe le cerveau, sous forme de pensée ou de parole externe. Et ensuite, Vaikari se résorbe dans Para, c'est-à-dire la pensée, la parole se résorbe dans le silence. Mais on dit bien dans les textes que Para est autant présent dans les trois étapes. On a l'impression qu'on quitte Para quand Pasyanti, quand la lumineuse apparaît, quand l'énergie, quand l'impulsion phénoménale apparaît, et qu'on retourne à cette conscience quand la sonorité d'un mantra se résorbe, ou la fin d'une pensée se résorbe, jusqu'à un moment donné, il va y avoir cette égalité, où cette expression est coiffée toujours par cet arrière-plan. Bon, que ce soit dans l'approche védantique, que ce soit dans l'approche yogique, que ce soit dans l'approche tantrique, on a exactement la même approche de cet axe. Maître Eckhart dit, finalement le non-temps c'est l'axe, et la porte qui bouge c'est le temps. Mais elle ne bouge que... Ce qui est important c'est l'axe. Apparemment la porte bouge, mais l'origine du temps c'est cet axe qui permet à la porte de bouger, qui permet au temps de se déployer. Mais c'est un pressentiment. Tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est une forme de discours finalement. Ça va venir comme intuitif. Et ce qui est important dans un pressentiment, c'est de ne pas comprendre ce qu'on a compris. Si on comprend ce qu'on a compris, c'est qu'on n'a pas compris. Le pressentiment doit brûler toute objectivation. Quand vous avez une espèce de pressentiment, ne cherchez pas de savoir ce que vous avez pressenti, sinon vous allez rentrer de nouveau dans une forme de caricature. C'est ça qu'Ibn Arabi dit magnifiquement dans Al-Mekaya quand il dit « Celui qui a vu Dieu et sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu ». C'est la même chose. Passez une bonne soirée.